Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, un spécial santé. On va parler gluten, ou plutôt sans gluten, à l'occasion de la sortie aux éditions Duno du livre Mon enfant mange sans gluten. Il est signé Cécile Glaise, qui est l'invitée de notre grand oral. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actualité dans les kiosques et programmes de français. La comédie fait la une du magazine Virgule. L'heure de la récré, on va rire avec Emma Guessel. Là encore, traverser un continent à la rame, personne ne l'a encore fait, mais un homme est sur le point de relever le défi, elle nous dira tout. Rendez-vous enfin pour le cours particulier avec Marie-Olivier. Aujourd'hui, on part à l'aventure avec un jeu par voie postale. Il est intitulé Epopia, la quotidienne de School TV. C'est maintenant, c'est parti, grand oral. De prime abord, on se dit que c'est une question qui concerne avant tout les malades. 8% des Français mangent sans gluten et c'est en soi un sacré défi aujourd'hui encore. Mais si vous lisez « Mon enfant mange sans gluten », le livre que Cécile Glaise vient de publier aux éditions Duno, eh bien vous vous rendrez compte que cela nous concerne tous, que nous soyons parents d'enfants dont certains amis sont concernés, enseignants, personnels d'éducation ou encore professionnels de la restauration. Cécile Glaise, bonjour. Bonjour. Quelque chose qui concerne toujours. Alors évidemment, on va parler avec vous des pathologies qui obligent à se passer d'aliments qui contiennent du gluten. On va aussi vous donner des conseils puisque votre livre en regorge. Mais je voulais qu'on commence par un autre point qui est la question du regard des autres. Gentiment, vous les surnommez mamie et tonton, mais au fond, c'est un peu tout le monde. Il y a beaucoup d'idées reçues. Et c'est au fond une des premières choses qui est dure à vivre quand on découvre qu'on va devoir manger sans gluten ou que son enfant va devoir manger sans gluten. Oui, en fait, manger sans gluten, c'est manger différemment. Et être différent, c'est quelque chose de compliqué un peu partout dans le monde, mais plus particulièrement, je crois, en France, où être différent, avoir une particularité, surtout alimentaire, c'est vécu comme quelque chose de différenciant, on doit faire un effort pour quelqu'un, on doit faire quelque chose à part, et c'est pas très bien vécu. C'est un peu comme si c'était du communautarisme, et ça c'est un gros mot en France. Voilà, c'est pas une bonne chose. Donc du coup, on part pas avec un avantage, et en plus le mot régime sans gluten est assez c'est pas super négatif. Positif. C'est pas très positif. Vous dites qu'en anglais ça sonne mieux. Oui, mais après ça gluten free, pas, ça, voilà. Libre du gluten, il y a un côté. Mais après, ça n'empêche pas qu'en Espagne, en Italie, où c'est sin gluten, senza gluten, ça n'empêche pas les gens de manger sans gluten et de ne pas avoir moins de problèmes qu'en France pour manger sans gluten. Donc ce problème du regard des autres, enfin ce sujet du regard des autres, vous avez été diagnostiqué tardivement d'ailleurs. Hein. C'est quelque chose que vous avez éprouvé. Oui, et j'ai toujours, au quotidien, toujours un peu de mal à dire, je suis sans gluten, désolée. Oui, vous excusez. Ouais, c'est terrible, hein, mais c'est encore parce que le regard sur les sans gluten est toujours, oh là là, elle va m'embêter. Elle va nous embêter. Et donc du coup, c'est toujours un peu on anticipe. Après, il y a des gens qui arrivent très bien à dire, voilà, moi c'est ça, et voilà, c'est comme ça, c'est non négociable, mais voilà, chacun le gère un peu à sa façon, et donc ça peut être compliqué, et ça reste compliqué, et la majorité des sans gluten nous disent que la vision des sans gluten en France est très négative, et il y a encore beaucoup d'idées reçues sur le sans gluten. Alors, les fameuses idées reçues de mamie et de tonton, comme vous les surnommez dans le bouquin, quand on est enfant, alors quand je dis que vous avez été diagnostiqué tardivement, vous êtes jeune, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez été adulte. Oui. Là, on parle beaucoup des enfants, ouais. Et vous donnez beaucoup la parole aux parents dans le bouquin. Il y a aussi les moqueries dans la cour de récré. Et ça peut même venir des parents des autres enfants ou du personnel qui veut dire mais quelle idée de priver son enfant de gluten, alors que les gens ne savent pas de quoi il s'agit, quelle est la pathologie. Les gens vont commencer à dire mais sans gluten, c'est une idée de bobo, et non, il y a des pathologies très sérieuses. Tout ça parce qu'il y a des boulangeries sans gluten à Paris dans le 11e arrondissement. Qui sont très, très pratiques et très bonnes. Mais, je confirme, mais oui, du coup, en fait, il y a tout de suite un regard sur le régime sans gluten égale mode. Et c'est compliqué aussi en France, vous le dites aussi, parce que on est dans le pays de la bonne bouffe, pardon, je le dis comme ça, mais bref, alors si je veux le dire de manière plus chic, on est dans un pays où le patrimoine mondial, l'UNESCO a reconnu le repas à la française comme faisant partie d'un patrimoine immatériel mondial. Et ça, vous dites, c'est compliqué aussi parce que, notamment quand on est enfant, même adulte, mais manger avec les autres, ça fait partie des modes de socialisation très importants. Et oui. Et manger la même chose que les autres. Manger la même chose que les autres, partager du pain, être copain. Voilà, c'est compliqué de ne pas manger la même chose. Et pourtant, en fait, on est cœliaque, on est sans gluten. En fait, on n'a pas choisi de l'être, on l'est. Et en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que, voilà. Alors justement, on va parler des facteurs qui amènent à ne pas manger de gluten. Le premier, vous venez de le citer, c'est la maladie cœliaque. Alors ça s'écrit C-O-E dans l'eau, L-I-A-Q-E, mais ça se prononce cœliaque. C'est une maladie auto-immune.
comprise récemment, mais découverte dès l'Antiquité. Oui. En fait, ça fait que depuis les années 50 après-guerre que ça a été compris et que le régime sans gluten a été prescrit en fait pour les patients. Mais dès l'Antiquité, il y a des écrits qui décrivent en fait le mécanisme de la maladie cœliaque et le fait que les gens n'étaient pas bien. Et donc c'était connu depuis longtemps. Pour le dire très concrètement, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, c'est des problèmes digestifs, ça se passe dans l'intestin, voilà. Et ce sont des problèmes monstrueux, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas considérables, quoi. Ouais, c'est l'organisme qui s'attaque à l'organisme et qui détruit l'intestin. Et donc du coup, ça peut conduire à des maladies terribles comme la maladie de Crohn ou d'autres. Des cancers de l'intestin, donc c'est sérieux. Et le seul remède, c'est le régime sans gluten. Il n'y a pas de médicament. Le médicament, c'est de changer de régime. C'est de changer de régime. C'est comme pour le diabète. Et c'est pour ça que les produits sans gluten sont en partie remboursés pour les cœliaques. Ça, on va en parler tout à l'heure. Et vous, par exemple, alors vous n'avez pas la maladie cœliaque. Je me permets de le dire, c'est pas pour parler de votre santé, mais vous le dites dans le bouquin. Mais vous souffrez d'hypersensibilité. C'est une nuance assez méconnue encore de maladie. Et souvent, en fait, c'est tous les gens qui ont commencé ce régime sans gluten et à qui on a dit, mais en fait, c'est un effet de mode. En fait, c'est la plus grosse partie des personnes qui arrêtent le gluten. Sont dans votre cas. C'est des gens qui sont dans mon cas. J'ai demandé aux papas et aux mamans que j'ai interrogés ce qu'ils auraient aimé entendre au début, ce qui aurait pu les rassurer. Virginie, l'une d'entre elles, m'a répondu « J'aurais aimé qu'on me rappelle que la maladie cœliaque, ce n'est finalement rien de grave, dans le sens où ma fille est guérie sans traitement, juste en mangeant sans gluten. » Vous venez de le dire, et c'est un extrait de votre livre Cécile Glaise qui vise justement à dédramatiser. On va continuer à en parler après l'anti-sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Nous allons rire aujourd'hui dans l'Anti-Sèche puisqu'on va parler de la comédie, un genre ô combien étudié à l'école, notamment en cours de français, et auquel le magazine Virgule consacre tout un dossier dans son numéro du mois de mai. Ah oui, comme d'habitude, dossier très intéressant du magazine Virgule qui revient l'histoire. On adore Virgule. Ok. Bah oui, qui revient sur l'histoire de la comédie et qui nous dresse le portrait de ceux qui en ont fait et qui continuent à en faire un genre à succès. Alors, la comédie, pour donner une définition simple, c'est une pièce de théâtre qui a pour but de divertir et de faire rire. Si on prend l'étymologie du mot, cela vient du mot komos en grec qui signifie célébration en l'honneur de Dionysos et ode qui signifie chant. C'est donc un genre très ancien. On donnait déjà des comédies au VIe siècle avant Jésus-Christ avec des prières qui prenaient la forme de spectacles populaires, toujours donc sous la protection des dieux. Des spectacles et des compétitions, je crois. C'est ça, des concours. C'est à cette époque absolument qu'apparaissent les concours de comédie. En fait. C'est un peu comme un comédie club. Un grand comédie club, mais avec les classiques. Absolument, sauf que là, le maître, c'est pas Jamel, c'est Aristophane. Et à Athènes, on est en pleine guerre du Péloponnèse. Et pour divertir la cité, et se moquer un peu quand même de ses concitoyens, Aristophane devient donc le maître du genre. En fait, il faut s'imaginer... Alors, on parlait des comédie clubs, c'est un peu les guignols de l'info de l'époque. C'est-à-dire qu'on commente l'actualité politique avec des pièces de théâtre. Exemple avec cette tirade extraite des Cavaliers d'Aristophane. Espèce de canaille, de fripouille, gueularde, tout le pays est plein de ton audace. Toute l'Assemblée, la finance, le greffe et les tribunaux. Espèce de farfouilleur d'immondice qui a mis sans dessus-dessous la ville entière. Quand même en 424 j'aimerais pas être la cible. Avant Jésus-Christ, voilà. Donc la cible, c'est un stratège athénien, Cléon, qui visiblement est pas très très aimé de l'auteur. Un genre qui est bien né, qui poursuit son histoire. On va au Moyen-Âge maintenant, et c'est l'apparition de ce qu'on appelle la farce. La farce, ouais, un grand classique d'ailleurs des programmes de 6e et de 5e en français. Personnellement, je me souviens très très bien avoir étudié la farce du maître Patelin, dont l'auteur est anonyme, mais c'est une des premières farces écrites, parce que avant, elles se racontaient plutôt à l'oral. Elles sont nées dans les foires campagnardes pour égayer un peu les pièces religieuses. Et donc on y parle de mari trompé, de bourgeois cupides, toujours, bien sûr, dans le but de faire rire. 16e siècle, un théâtre comique se forme en Espagne, en Angleterre, en Italie. Cervantes en Espagne, Shakespeare en Angleterre, même si en France, on connaît mieux la tragédie shakespearienne que la comédie shakespearienne, alors que pourtant, il en a écrit plein. Il y a beaucoup de comédies dans ces tragédies, par ailleurs. Oui. Mais c'est vrai qu'on connaît plus. Mais on connaît plus ces tragédies, voilà. Je suis tout à fait d'accord. Et puis en Italie, c'est bien sûr le triomphe de la Commedia dell'arte, exactement, avec Arlequin, Polichinelle, Colombine, Pierrot, où les comédiens portent des masques, improvisent, et le succès est fulgurant et se répand bien sûr partout en Europe. J'ai révisé il n'y a pas longtemps en écoutant le formidable podcast de Philippe Collin sur Molière, et il disait que la Commedia dell'arte, elle l'avait influencé, Molière, énormément. L'avait bien sûr influencé, et donc évidemment, je ne pouvais pas, dans cette chronique, ne pas évoquer Molière. Alors, avec Molière, évidemment, on rit, mais pas que, puisque comme il l'écrit dans la préface de Tartuffe, la comédie permet de corriger le vice des hommes. Le faux dévot, par exemple, dans Tartuffe, démonstration. Oh, vous voulez que je le fasse? Oui, bien sûr, allez-y. Cacher ce sein que je ne saurais voir. L'hypocrisie des hommes dans le misanthrope.
Qui n'a pas le don de cacher ce qu'il pense doit faire en ce pays fort peu de résidence. L'avarice dans l'avare. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Je savais que vous seriez formidable. C'est de l'impro quand même, faut le savoir. Je sais, mais il est formidable. Oui, il est formidable. Donc on rit tout en critiquant les travers de la société de l'époque. Et Molière, d'ailleurs, continue à plaire, continue à faire rire. Le bourgeois gentilhomme joué à la Comédie Française, là, a obtenu 3 Molières cette année. Alors il y a encore un Navarre qui passe en ce moment à la Comédie Française, puisqu'on en parle. Et c'est complet. J'arrive jamais à avoir de place. Bon, et on pourrait continuer encore longtemps parce que la comédie, exactement, c'est un petit message. Donc la comédie s'arrête pas à Molière. On ne peut pas ne pas citer Marivaux, Beaumarchais, Ionesco, Beckett, plus récemment Guitry, Coluche, Desproges et tous les humoristes de stand-up qui continuent eux aussi à faire en sorte qu'on aille au théâtre pour rire et pour passer un beau moment. Merci beaucoup Emma, on se retrouve pour la récré. Avec autre bon moment. Plaisir. Ben oui, on va ramer. Mon enfant mange... On va ramer. Ouais, ah oui, c'est vrai. Mon enfant mange sans gluten, Cécile Glaise, le grand oral. Gliadine et gluténine, ce sont les 2 protéines présentes dans le grain. J'essayais pas de faire rire quand je l'ai dit, parce qu'on a fait un truc sur la comédie. Je dis gliadine et gluténine. Donc, gliadine et gluténine sont les 2 mamelles du gluten, puisque ce sont 2 protéines présentes dans le grain de blé qui forment au contact de l'eau le gluten. Mais il n'y a pas que dans les céréales qu'on trouve du gluten, et c'est pour ça d'ailleurs que les pathologies liées à sa consommation sont si difficiles à déjouer au quotidien. Si vous avez des enfants, des élèves, des copains de vos enfants qui sont concernés, vous lisez « Mon enfant mange sans gluten » de Cécile Glaise, c'est chez Duno. Elle est l'invitée du Grand Oral. Apprendre à vivre sans gluten, Cécile, c'est d'abord recevoir la nouvelle et c'est faire un deuil. Oui, faire le deuil. Pour soi ou pour son enfant d'ailleurs. Ouais. C'est faire le deuil de vivre comme tout le monde, de pouvoir un jour remanger un croissant, du pain délicieux, voilà, c'est tout ce dont on peut imaginer qui contient du gluten et qui est super bon. Et du coup, c'est aussi de devoir dire à chaque fois je suis différent, je ne suis pas comme vous, parce que forcément ça va arriver comme sujet. Enfin, Et quand on est parent, ça veut dire qu'on va peut-être soi-même devoir se priver de gluten en partie au moins, voire totalement, parce que c'est très très compliqué une cuisine bi. Je ne sais pas comment l'appeler. Oui. Avec et sans mixte, ouais. Oui, en fait, surtout au début. En fait, les 6 premiers mois, en général, les CHU, là où les enfants sont diagnostiqués, recommandent de faire super attention, 0 trace de gluten. Les traces, en fait, c'est par exemple quand on mange du pain et qu'il y a des miettes qui tombent ou dans le grille-pain, voilà, qu'il y a des miettes de pain qui vont tomber sur le pain sans gluten. Et bien du coup, le pain sans gluten pourra avoir des miettes de pain et l'enfant pourra ingérer du pain avec gluten alors qu'il mangeait sans gluten. Ça, il faut faire super gaffe. Ça peut être dans les casseroles, ça peut être avec les couverts et tout ça. Donc les 6 premiers mois, en général, les CHU disent 0 trace de gluten pour que l'intestin de l'enfant se remette bien. Et donc ça, forcément, c'est pour toute la famille. La famille peut être au 100% sans gluten. Il y a des familles qui disent on l'a fait au 100% parce que ça nous rassurait d'être tous en mode sans gluten. Il y en a d'autres qui disent c'est bon, on arrive à faire un espace spécial sans gluten et puis on sait qu'on ne va pas mélanger les autres. C'est un boulot considérable quand même, une organisation considérable. Et vous le disiez, pendant 6 mois, on fait comme ça, mais en fait, il faut, d'après les familles que vous avez interrogées, peut-être que c'était votre cas aussi, en vrai, il faut 1 an pour s'adapter à cette nouvelle vie. Oui, parce qu'il y a tous les événements. La galette des rois, il faut apprendre à la faire sans gluten. Les crêpes de la Chandeleur, Pâques, les chocolats, vérifier qu'il y a bien des chocolats sans gluten, parce qu'on oublie, parfois ils sont croustillants. Il y a du gluten dans le chocolat. Ah bah oui, pour peu qu'on mette des... croustillants, quand il y a des choses... Des petits chocolats au sarrasin, qu'on mange en Bretagne. Sarrasin, on peut. Oui, c'est bon. Sauvé. Donc, et puis voilà, il y a tout dans les glaces aussi, il faut faire attention. Le cornet, il y a certains parfums aux cookies, on n'y pense pas assez. Ouais. Mais sarrasin, c'est un très bon exemple d'ailleurs, parce que vous en parlez. Effectivement, les crêpes au sarrasin, pas de gluten, on peut y aller, on emmène les enfants à la crêperie. Mais si le cuisinier fait cuire ses crêpes au froment sur la même plaque, c'est foutu. Ouais. Après, ça dépend, encore une fois, il y a des cœliaques, dans les 6 premiers mois, il faut vraiment... Zéro. Ouais. Après, il y a des cœliaques qui disent, voilà, le risque, il est là, il n'y a pas de risque 0. Tant que mon enfant n'a pas des expositions répétées et que ça va dans ses analyses, que lui, ça va aussi, ou elle, ça va... J'assume qu'il est mal au ventre de temps en temps, si lui-même l'assume... Mal au ventre, ça peut être une trace, mais sans donner le niveau peut être tellement faible que l'enfant peut tout à fait supporter. Il y a des enfants qui ne supportent absolument pas et qui seront malades dès la moindre trace. Donc il faut aussi faire en fonction de son enfant. On apprend tout ça. De son mode de vie, de l'envie de l'enfant. 1 an pour s'adapter et toute une vie pour expliquer, puisque vous dites qu'on n'arrête pas d'expliquer. Alors vous proposez un triptyque, expliquer, rassurer,
Répétez. La pédagogie, Ouais, c'est la ça. répétition. Oui, parce qu'en fait, il faut d'abord soit comprendre qu'est-ce que c'est que le régime, parce qu'au début, on est tout à fait perdu, on comprend pas. Enfin, la plupart des parents, c'est pas des gens qui se disaient tiens, est-ce que je mangerais pas sans gluten comme Oui, ça? c'est ça. Ça leur tombe dessus. Il faut qu'ils gèrent le régime pour leur enfant, et puis surtout, il faut qu'ils expliquent aux autres comment gérer le régime. Donc, bon, il y a tout dans le bouquin. Rassurez. Rassurer aussi, parce qu'en fait, certes, c'est une pathologie très grave, mais comme je l'ai expliqué il y a 2 minutes, On le retire fait- un certain nombre de produits, ça on va mieux. retire beaucoup de produits, ça va mieux. Et les traces, c'est pas très grave s'il y a une erreur une fois de temps en temps. Voilà. Ce qui est grave, c'est l'exposition répétée. Répétée. Et c'est là où il faut... Et faire répéter justement, parce que tout ce que vous venez de dire, les points 1 et 2, malgré tout, ça met un petit peu de temps à passer. Il faut aussi penser à expliquer, rassurer, répéter à l'école. Ouais. Et alors, on peut demander ce qu'on appelle un PAI. Oui, C'est un programme d'accompagnement individualisé, c'est ça? c'est Ou un projet. projet. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait... maintenant, les gens, dans les écoles, ils le maîtrisent assez bien. Ça peut être... c'est pas que pour l'alimentation, ça peut être sur les C'est pour le troubles handicap, 10, ouais, c'est le ça. handicap et tout ça. Et du coup, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est une adaptation. On va dire à l'école, voilà, mon enfant, il doit manger sans gluten. Et donc, du coup, on doit voir avec le médecin scolaire, la direction, la cantine. Voilà, mais c'est quand même mieux, si je me souviens bien, pour vous avoir lu, d'apporter quelques plats de rechange à la cantoche. Souvent, qu'on laisse au la frigo au cantine- cas ouais, voilà, où, la cantine va le demander, comme ça, du coup, il y a un filet de sécurité, comme ça, si On est jamais il y tranquille, a du pain qui se retrouve dans l'assiette ou une assiette renversée, Voilà. on a un backup. Ou chez les copains pour les anniversaires, les bonbons, parce qu'il y a des traces de gluten parfois dans certains bonbons. Et du gluten aussi dans des bonbons. Et voilà, c'est Ouais, ça. ouais. En effet, de plus en plus d'études récentes démontrent que notre intestin joue un rôle bien plus important qu'on ne le pensait sur nos humeurs, notre bien-être, sur le développement de certaines maladies, et que d'en prendre soin permettrait d'améliorer sa santé. Notre flore intestinale, désormais appelée microbiote, jouerait en réalité le rôle d'un deuxième cerveau, influencerait grandement notre cerveau. C'est ce que rappelle Cécile Glaise dans son livre Mon enfant mange sans gluten, c'est chez Duno. Et on retrouve Cécile après la récré. Récré gluten-free. Gluten-free, promis. Nous, on arrête de Ouais, dire ouais. sans gluten, c'est un peu négatif. Gluten Senza glutine, free. on peut y aller parce qu'à l'italienne, Senza ça sonne comme glutine. il y a dell'arte, quoi. C'est C'est un vrai. côté sympa. C'est vrai, Hein senza Non, mais c'est vrai, senza glutine, c'est quand même autre chose que sans gluten. Et on va ramer, vous avez Mais promis qu'on oui, est- je vous avais dit qu'on Allez, allait on rame. ramer, on va ramer. Alors on va ramer avec Christophe Gruau, qui est en passe de devenir le premier homme à traverser un continent à la rame. C'est le petit quotidien qui nous l'apprend. On apprend plein de choses dans ce journal qu'on adore ici. Alors regardez, le voilà, Christophe Gruau. Il est parti le 1er mai dernier depuis Varsovie. Il se déplace donc en ramant, donc en aviron. Et c'est un voyageur qui a l'habitude des expéditions. Il avait survolé le désert du Sahara, il avait traversé la forêt amazonienne à pied. Bref, il aime partir à l'aventure. Et il a prévu combien de temps, là, pour l'Europe? Alors, donc il est parti le 1er mai, arrivée prévue le 18 juin prochain à Paris. Alors regardez, je vous ai trouvé son itinéraire. Donc, en fait, il passe par tous les fleuves et toutes les rivières d'Europe, là, en Ouais. passant par l'Allemagne, et il rame entre 40 et 50 km par jour quand même. Ah, ouais, c'est sportif, c'est beau en même temps Ouais. comme trajet. Il y a un but à cette expédition ou alors il a envie de repousser ses propres limites? Bon, alors déjà, il y a l'adrénaline de l'expédition, c'est Ouais. sûr, mais bien sûr, sinon il y a un objectif, c'est de sensibiliser à la pollution des fleuves et des rivières. Christophe Gruau travaille avec des scientifiques pendant son voyage et tous les jours, il récupère de l'eau des fleuves par lesquels il passe, de la terre, des végétaux. Parce que dans l'eau, il y a certes la pollution visible, celle qu'on voit, donc le plastique, et puis il y a la pollution invisible qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui pourtant nuit aux espèces qui y vivent. D'ailleurs, il a choisi l'aviron pour se déplacer parce que ça ne laisse aucune trace de pollution. Voilà. Excellent. Si on veut suivre ses aventures et son parcours jusqu'au 18 juin. On peut tout à fait. Internet, j'imagine. Internet, il a créé un site, c'est europalarame.com. C'est hyper bien fait, je suis allée voir. Franchement, même avec vos enfants, vous pouvez suivre les aventures de péripéties. Christophe. Exactement, et c'est top. Donc, arrivée prévue le 18 juin, et on suivra ça. Génial. Merci beaucoup. Merci. Et coup de chapeau, c'est une très belle initiative. Merci beaucoup, Emma. Grand oral, Cécile Glaise. Il y a d'abord eu le site internet Because Gus, et puis maintenant ce livre qui a pour but de dédramatiser le régime sans gluten, de déconstruire et d'interroger toutes les idées reçues sur le sujet, et enfin de simplifier la chose pour les parents. Ce livre, c'est Mon enfant mange sans gluten de Cécile Glaise, c'est chez Duno, et elle est l'invitée du Grand Oral. Séquence pratique, on a un petit peu commencé avant, mais on va essayer de vivre sans gluten. Alors d'abord, contrairement à une idée reçue, les produits qu'on trouve dans les supermarchés, ceux où il y a écrit justement sin gluten, senza glutine ou sans gluten, ils ne sont pas forcément plus sains que les autres produits. Ce n'est pas parce que je mange sans gluten que je vais éviter les maladies cardiovasculaires, l'obésité ou que sais-je. Non, si vous digérez le gluten,
il n'y a aucun intérêt à passer sans gluten. Si vous avez une petite sensibilité au gluten, que vous êtes mal après avoir mangé des pâtes, oui, vous pouvez essayer des pâtes sans gluten, ça peut vous alléger et vous vous sentirez mieux après un repas. Mais surtout, vous dites, ce sont par exemple les madeleines, les pizzas, enfin tous les trucs sans gluten où on a remplacé le gluten par autre chose, ça reste des aliments transformés, donc ça reste le truc qui n'est pas le plus génial pour l'alimentation. Non, mais bon, ça fait plaisir et on va jamais reprocher à quelqu'un d'acheter des pâtes normales en magasin. Alors pourquoi est-ce qu'on est après dessus si on achète des pâtes sans gluten et qu'on les fait pas nous-mêmes de A à Z chez nous? Néanmoins, en matière d'alimentation, vous donnez un conseil qui plairait beaucoup à Sandra Ferreira, notre nutritionniste diététicienne maison, puisqu'elle anime dans cette émission une chronique qui s'appelle Plateau Repas. Les fruits, les légumes, etc. Tout ça, on y va. C'est sans gluten, enfin, voilà. Il n'y a pas de blé. Mais c'est vrai qu'on l'oublie, parce qu'en fait, on fait de l'exclusion, on dit sans, c'est pas ça, on mange pas ça. Mais en fait, on peut manger de la viande, on peut manger du poisson. Alors, on peut manger de la viande, chère Cécile, je vous ai lu. Oui et non, ça dépend chez quel boucher. Oui, il y a des exceptions, mais les produits, tout ce qui est transformé, en fait, à chaque fois. Ah non, mais je pense même pas que à ça. La panure. Oui, voilà, ce qui est transformé. Ah oui, non, mais transformé. Voilà. Mais s'il découpe sa cordon bleu sur le même truc et qu'il nettoie pas bien, s'il découpe après votre pavé bleu au même endroit, c'est mauvaise. Donc on fait attention là, non, parce que je découvre plein de trucs quand même. Jambon, saucisse. Aussi, on se méfie. Il faut demander. Du gluten dedans. Il faut demander. Ouais. La salle de bain est un endroit hyper piégeux. Non mais vous rigolez. Oui, parce que... Vous vous rendez compte que vous avez créé une horreur quand même. Parce que c'est connu, je ne sais pas pour vous, mais non. On a tous... Non, je ne savais pas que dans du dentifrice, il y a du gluten. On a tous goûté le savon. Et il peut y avoir des savons à l'avoine, au blé. Et quand on est petit, c'est une tentation. Et quand on est cœliaque, voilà, ça peut être quelque chose... Donc c'est plus au cas où on avale ces choses-là. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est pas un danger en soi, mais voilà, il faut toujours faire attention à un genre de détail. Ça peut, si l'enfant a une propension à tout mettre dans la bouche. Il y a des âges pour ça. Voilà, il y a des âges pour ça. Et voilà. Mais sinon, et en général, dans le dentifrice, moi, j'en ai jamais croisé. On m'a alerté, des lecteurs m'ont alerté là-dessus. Mais voilà, pour l'instant, j'en ai pas encore croisé dans les dentifrices. Bon, on fait quand même très attention. Dans le bouquin, vous tordez le cou à un certain nombre d'idées reçues. Alors, il y en a une qui est que le blé serait moins bon qu'il était avant. C'est pas vrai. Alors, il y a plusieurs études qui essayent de voir ce qu'il en est. Et en fait, que ce soit certains blés comme l'épeautre, le petit épeautre, ou les blés plus classiques, en fait, avant, n'étaient pas forcément modifiés ou génétiquement modifiés. En fait, ils se sont toujours croisés au fur et à mesure de l'histoire. Et ils n'étaient pas forcément meilleurs avant. Et d'ailleurs, les cœliaques, que ce soit un petit épeautre ou un blé bio ou un blé fait par un fermier... ça passe pas. Ça passe pas. Donc, c'est pas le sujet. Arrêter le gluten quand on n'est pas malade ou quand on n'a pas la maladie cœliaque, on n'est pas intolérant, hypersensible. Ça peut déclencher une intolérance? Non, en fait. Il n'y a pas encore d'études sur le sujet. Et on imagine, certains médecins le disent, mais en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et voilà, je conseille de continuer à en consommer, de pas forcément s'en priver. Si on doit manger sans gluten à la maison, de continuer à l'extérieur. Et si jamais on se sentait effectivement pas bien avant, si on ressentait le besoin en se disant, bah voilà, les pâtes, en fait, j'ai jamais digéré ça, ça pouvait être en fait le cas si on se sent mieux avec du sans gluten. Il y a donc plein de gestes à réinventer dans sa vie quotidienne. Il y a plein de gestes sociaux à réinventer dans le rapport aux autres, les goûters d'anniversaire pour les enfants. Il y a un moment, parce que quand les enfants sont petits, il faut faire à leur place. Enfin, il faut faire à leur place. Entendons-nous. Ouais. Il faut être là, ils ne peuvent pas forcément comprendre. Il y a un moment où l'enfant devient autonome. Oui, et en fait, c'est tout à fait possible. Enfin, ça, c'est une idée reçue aussi. Il y a des parents qui se disent, mais jamais mon enfant va réussir à gérer son régime, ou on se dit, enfin, c'est un truc de grand, enfin, c'est un truc d'adulte. Alors qu'en fait, non, les enfants, ils ont, pour la plupart, se souviennent des symptômes qu'ils ont eus quand ils n'ont pas été diagnostiqués super jeunes. Et du coup, ils savent que, ils vont être super mal s'ils mangent du gluten. Donc ça peut être aussi un bon rappel quelque part, hein, mais pour les aider aussi à dire non, moi je mange pas de gluten. Après, ils peuvent être un peu trop petits parfois pour expliquer qu'est-ce que c'est le gluten, où est-ce qu'il y en a, est-ce que ce produit va. Et ça, petit à petit, ils vont apprendre. Et voilà. Et du coup, c'est toujours important à certains âges de revérifier avec les parents. Mais à partir du moment où ils savent lire les étiquettes, qu'ils savent repérer, qu'ils savent dire aussi les choses, parce que on peut ne pas forcément avoir envie d'en parler. À partir de ce moment-là, voilà, les enfants. En tout cas, ça reste quand même une sacrée épreuve pour les parents. Ouais. Et votre livre, il est extrêmement précieux. Merci. Épreuve aussi parce que ça prend du temps. Il faut cuisiner spécifiquement. Oui. Il y a des mamans et des papas qui ont hésité à prendre des temps partiels. Ouais. Certains l'ont fait parce que leur enfant devait se mettre à manger sans gluten. Donc voilà, il faut se faire accompagner. Et une belle façon de se faire accompagner, c'est d'aller sur votre site. Oui. Vous l'alimentez toujours, en permanence. Oui, toujours. Bicos Gus. Voilà. Et pourquoi Bicos Gus d'ailleurs? Parce que c'est mon chat.
Mais Gus, on aime beaucoup les animaux ici, si vous l'aviez dit. Je comprends. Comme dans Cendrillon, Gus. Il y a un chat qui s'appelle Gus dans Cendrillon. C'est Gustave, en fait. C'est Gustave, bon d'accord. Eh bien Gustave, tu inspires très bien ta maîtresse, et enfin, si tant est qu'elle soit des maîtresses. Mon enfant mange sans gluten, c'est chez Duno, les réponses aux idées reçues qui agitent notre quotidien. Lisez-le, et ça ne concerne pas seulement les personnes qui doivent manger sans gluten, qui sont malades, ou qui ont des enfants dans cette situation. Cours particulier, Marie-Olivier. Merci Emma. Merci. Marie-Olivier, bonjour. Bonjour Emmanuel. Cours particulier, exploration de dispositifs pédagogiques dans le temps, dans l'espace. Dans l'espace, aujourd'hui, on va partir à l'aventure avec un jeu par voie postale. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit voie postale dans une émission, on avance par email, en e-learning, que sais-je, et il s'appelle Epopia. Exactement. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux et de ChatGPT, nombreux sont ceux qui cherchent à faire lire et écrire leurs enfants. Et bien, de nombreux jeux de société ou d'applications y sont consacrés, mais Epopia se démarque, comme vous le disiez, parce que les interactions se passent par la boîte aux lettres. Alors, en quoi ça consiste ? Alors, vous pouvez abonner un enfant de votre entourage à Epopia. Un certain nombre de questions vous sont posées dès le début pour personnaliser l'histoire et vous avez le choix entre 6 univers. Exemple, Ma mission dinosaure, Les apprentis journalistes, Mon royaume ou encore Ma réserve naturelle. Donc j'ai choisi le thème et mon enfant va recevoir un courrier, c'est ça ? Exactement, il reçoit dans la boîte aux lettres une enveloppe à son nom avec le début d'une histoire et un format ludique selon l'ambiance dans laquelle il est plongé. Donc, il y a aussi des illustrations, des autocollants, etc. Et en fait, en lisant ce premier courrier, l'enfant s'aperçoit qu'il va devoir intervenir lui-même pour aider les personnages de l'histoire. Rusé, il va falloir écrire. Exactement. L'échange épistolaire commence. L'enfant répond en envoyant une lettre par la poste pour continuer l'histoire. Il répond à qui ? Il écrit aux personnages, aux auteurs Tout a été bien pensé. Ouais, tout a été bien pensé. Vraiment, il l'envoie en fait à l'équipe d'Epopia. Ouais. Qui reçoit et qui lit les lettres avec attention. Donc quand je dis équipe, elle est composée de professeurs des écoles, d'illustrateurs et d'écrivains. Donc il y a de vraies autrices et auteurs qui poursuivent l'histoire avec l'enfant. Vous voulez dire qu'il y a une histoire par enfant, c'est personnalisé à l'extrême, c'est pas la même histoire pour tout le monde. Non, exactement, il y a différents univers, mais l'aventure évolue selon les orientations qui sont données par l'enfant, qui le découvre au fil des lettres, et donc ça a vraiment un côté assez magique et palpable. L'enfant est vraiment en immersion. Ah, c'est génial. Et alors je crois qu'il n'y a pas que les lettres, il y a aussi des objets, des cadeaux qui sont en lien avec l'histoire. Exactement, par exemple une dent de dinosaure. C'est sympa. Oui, exactement. D'ailleurs, Epopia, c'est un concept en fait qui a germé dans l'esprit de Rémi Perla, donc c'est le fondateur d'Epopia, grâce au souvenir d'un objet, justement. En fait, alors que l'une de ses collègues lui dit qu'elle a du mal à intéresser ses enfants à la lecture, il se souvient que dans les années 80, il recevait dans sa boîte aux lettres des clés des publicités pour des voitures avec une clé, une vraie clé. Et en fait, il fallait aller tester la clé chez le concessionnaire pour savoir si on avait gagné la voiture. Et ça vient de là, en fait, de souvenirs d'enfance de Rémi dont l'imagination était vraiment débordante avec cette clé dans la boîte aux lettres. Marrant, il a poussé le concept un peu plus, il en a fait quelque chose de plus un peu plus loin, culturel, oui, sur le fond et la forme, évidemment, car les échanges épistolaires en plus sont réguliers. Donc ça dépend du rythme de l'enfant. Donc si l'enfant répond vite, les auteurs aussi. Si l'enfant prend son temps, les auteurs aussi. Et en fait, la plupart des histoires font entre 6 et 12 courriers. Donc c'est quand même assez long comme correspondance. Et il y a même une histoire de Noël un peu plus courte. Et oui, mais alors si j'écris assez vite, finalement, quand c'est terminé, je suis triste. C'est frustrant, hein. Ouais. Mais oui, mais en fait, Epopia propose en supplément de commander le livre qui résume les échanges. Donc en fait, l'enfant se retrouve avec son propre livre coécrit. Je dis en supplément parce qu'Epopia, ça a tout de même un coût. L'abonnement annuel est de 149 € par an ou 20 € par mois si vous voulez tester quelques mois. Et les écoles peuvent le proposer ? Les écoles peuvent le proposer, c'est intéressant. Du CP à la 6e, vous pouvez abonner votre classe à Epopia sur un trimestre avec des univers choisis. Donc Mon royaume, dont je vous parlais tout à l'heure, pour vivre l'aventure du Moyen-Âge, Ma réserve naturelle pour sensibiliser à la protection de la nature, ou encore Mes apprentis journalistes pour les plus âgés, pour éduquer aux médias. C'est super comme support pédagogique. Et pour les adultes, parce que si j'ai envie de m'abonner moi aussi. Alors, pour les adultes, c'est clair que ça donne envie. Moi aussi, j'aimerais bien m'abonner. C'est pas encore à destination des adultes. Je suis désolée. Mais Epopia a déjà 100 000 enfants, déjà touché 100 000 enfants et 1200 classes. Et a priori, plus de 80% des adultes qui accompagnent ces enfants estiment que les enfants ont fait des progrès en moins de 3 mois d'écriture. Génial. Il y a des enfants dyslexiques qui se sont améliorés, d'autres qui ont appelé leurs parents en pleine journée au travail en disant il se passe ça dans mon aventure. Extraordinaire. Vraiment très en immersion. Et l'équipe d'Epopia a même reçu des spaghettis crus dans une enveloppe. Et en fait, l'enfant envoyait des spaghettis à son personnage pour qu'il survive à son voyage. Génial. Epopia, merci beaucoup Marie-Olivier. Belle trouvaille, vous connaissiez ?
Je connaissais pas. Et C'est ça a super l'air sympa. Ouais. Merci en tout cas. Merci à Cécile Glaise aussi. Mon enfant mange sans gluten. Si on a un doute, c'est pas compliqué. Prise de sang. Voilà, prise de sang et J'arrête le vérifier si gluten. c'est une maladie cœliaque. Voilà. Et là, après seulement, on peut arrêter le gluten. Et là, on voit. C'est-à-dire, je prise de sang, j'arrête le gluten et je refais une prise de sang. Et là, on sait. Pas forcément. Enfin, oui, on peut refaire la prise de sang après, mais c'est pas nécessaire. Une deuxième D'accord. prise de sang. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, on lit votre livre, La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie également toute l'équipe au maquillage, Laure Audemont. Marine Plantec à la préparation de l'émission, assistée en régie aujourd'hui par Emma Frari. Au son, c'était Gauvin Bonizac et à la réalisation, Théo Bosca. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez, nous, en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.